Monsieur Poulain, bonsoir. Bonsoir. Les choses se compliquent en Iran. Donald Trump signe un décret avec effet immédiat concernant les nouvelles taxes pour les pays qui commercent avec Téhéran, Washington, ainsi que certains ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays européens appellent leurs citoyens à quitter le pays en urgence. Puis les publications de Trump dans Truth Social sont sans équivoque également. À quoi devons-nous nous attendre dans les prochaines heures, peut-être prochains jours ? Oui, c'est vrai que c'est difficile de savoir, sachant que Donald Trump a plutôt coutume de surprendre la communauté internationale par ses actions. Mais on peut évidemment se demander si cette fois-ci, le soulèvement populaire en Iran n'est pas le bon, en quelque sorte, entre guillemets, pour le renversement du régime des Mollahs, et si les États-Unis ne vont pas entrer dans la danse pour précipiter cette chute en accompagnant la révolte populaire. Ce que dénoncent d'ailleurs les responsables iraniens en rappelant qu'il y a également une ingérence du côté israélien et américain dans cette révolte, même si elle est fondée bien sûr par de vraies demandes de la part du peuple, notamment sur le coût de la vie et les difficultés économiques des Iraniens. Donc la question d'une intervention américaine évidemment se pose, notamment au regard de ce qui s'est passé au Venezuela et lors d'autres interventions, notamment en Iran, avec les bombardiers furtifs depuis la présidence de Donald Trump. Mais cette intervention n'aura pas l'air de l'intervention au Venezuela. Ça ne peut pas être la même chose, puisque d'un côté, nous avons quand même un pays avec un certain nombre de défense, de missiles balistiques, etc. Enfin, est-ce que là, aujourd'hui, Washington prend une position plus attentiste pour voir si ce mécontentement populaire, lui, fera, disons, 90% de chance, voilà, de chemin, et les 10% de chemin, ça sera à Washington? Oui, clairement, les États-Unis sont beaucoup plus prudents que vis-à-vis du Venezuela. D'abord parce que ce n'est pas leur zone d'influence immédiate, comme la doctrine Monroe le voulait sur l'Amérique du Sud et comme le veut Donald Trump. Ensuite, parce que l'Iran, comme vous l'avez rappelé, a les moyens de riposter. Le régime peut éventuellement lancer des missiles et surtout bloquer le détroit d'Ormuz et donc créer une crise internationale sur les exportations et le cours du pétrole en général. Et donc les États-Unis sont très conscients de cette affaire. Et on voit que Donald Trump, y compris au Venezuela, n'a pas cherché un renversement du régime, mais simplement un changement de direction au sein du régime. Ça pourrait être la même chose en Iran, en disant, écoutez, à un moment, les responsables iraniens doivent comprendre que s'ils veulent éviter les sanctions ou changer les choses, ils doivent donner du lest, donner des gages de garantie à Washington et peut-être pourront-ils sauver leur pouvoir. Je pense que c'est plutôt ce genre de tractation qu'une intervention militaire qui est à attendre. Est-ce que cette ingérence aujourd'hui profite au peuple iranien ou va plutôt parfois à l'encontre aussi de ses intérêts? Selon différentes sources, jusqu'à 12 000 personnes auraient été tuées ou blessées lors de ces émeutes. Est-ce que le degré de tension aurait été le même sans cette ingérence, ces interventions, même indirectes, de la part de Washington ? Washington et Tel Aviv, je pense, parce que clairement Netanyahou a aussi une doctrine depuis le 7 octobre qui est d'aller au plus loin sur les proxys iraniens et pourquoi pas s'attaquer également au régime iranien. On l'a vu ces derniers mois. Clairement, la question de l'ingérence se pose. La violence de la répression aussi est évidente. Maintenant, sur la question du peuple iranien, si vous demandez à de nombreux Iraniens qui font partie de la diaspora et qui sont déjà réfugiés à l'étranger, ils ne veulent pas de la solution du descendant du Shah d'Iran, Pahlavi, qui est proposée par Washington et Netanyahou, en expliquant qu'ils ne veulent pas remplacer l'ancien dictateur qui était le Shah d'Iran par les Mollahs, ce qu'ils ont fait, et remplacer les Mollahs par le fils de l'ancien dictateur qui avait été démis par la révolution iranienne. Donc ils souhaitent une détermination nationale. Mais sachant qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune opposition en Iran, il n'y a pas de réelle alternative, est-ce que Reza Pahlavi, le prince héritier du Shah,
peut prendre la tête pour peut-être un moment de ces émeutes, comme il le suggère lui-même depuis l'étranger pour le moment. Est-ce que lui, aujourd'hui, aurait suffisamment de crédit auprès de la population iranienne, du moins peut-être d'une partie la plus active de cette population ? Je crois que les Iraniens sont très prudents vis-à-vis de ce personnage, Reza Pahlavi, et d'ailleurs, la presse israélienne, Haaretz, a démontré qu'il y avait une campagne de promotion via des bots, directement depuis Israël, de cette personne, pour le mettre comme solution alternative. Après, évidemment, le problème en Iran, c'est qu'il n'y a pas de figure d'opposition, puisque le régime iranien a bien organisé le fait qu'il n'y ait pas d'opposition possible pour ce renversement et ce changement de régime. Et c'est bien tout le problème. Et donc, effectivement, peut-être qu'en phase de transition, avoir ce descendant du Shah qui serait à la tête d'un gouvernement de transition qui organiserait des élections serait une solution. Mais encore une fois, c'est aux Iraniens de décider et de voir comment ils entendent faire les choses. Et c'est aussi au régime en place de choisir la voie à suivre, c'est-à-dire donner du lest, ouvrir davantage l'économie iranienne et peut-être conserver le pouvoir en le faisant évoluer aussi de cette façon-là. Il y a vraiment beaucoup de questions, mais l'autodétermination est clé dans cette révolte iranienne. Ils ne souhaitent pas d'une révolution confisquée par des ingérences étrangères. Et l'économie iranienne sera étouffée par les États-Unis jusqu'à ce que le deal nucléaire puisse être signé. En tout cas, le pouvoir en place devrait faire le premier pas pour la signature de ce deal, ce que les ayatollahs, pour le moment, n'ont pas l'air de vouloir. Qu'en pensez-vous ? Oui, clairement, c'est un bras de fer, évidemment, et c'est pour ça que je pense que du côté de la Maison-Blanche et du côté de Trump, l'heure n'est pas à l'intervention militaire, mais plutôt au deal, c'est-à-dire à pousser le régime à lâcher du lest, à céder sur de nombreuses lignes rouges jusqu'à présent, notamment le programme nucléaire, évidemment, pour dire, écoutez, on ne va pas rentrer davantage dans la danse, entre guillemets, et peut-être qu'on peut maintenant travailler ensemble à l'avenir de la région et du pays, en l'occurrence l'Iran, sur les bases du deal proposé par Donald Trump à coup de force, encore une fois, comme il l'a montré au Venezuela et comme la doctrine de sécurité nationale les dicte depuis le mois d'octobre. Non, deux mots sur la position de l'Union européenne et de la France, en particulier, qui ne parlent pas beaucoup, ne font pas énormément de déclarations pour le moment, en tout cas au niveau officiel, au niveau du président Macron, par exemple, qui ne dit rien, pas grand-chose. Est-ce que c'est une position, comme toujours, entre attentiste et pro-américaine, jusqu'à ce que Washington ne prenne sa décision finale, comme par exemple avec le Groenland? C'est un peu la même chose. Oui, alors c'est effectivement un peu la même chose. Alors l'Union européenne est toujours en position d'observation, d'attentisme, quelle que soit la situation, et n'a aucun poids diplomatique. Pour ce qui est de la France, Emmanuel Macron a fait un post sur X, le réseau d'Elon Musk, expliquant qu'il rappelait que la répression de VCC, il était du côté du peuple iranien et que le respect des droits humains devait être devant cette révolte iranienne, sans prendre position évidemment, mais en rappelant quand même l'importance du respect des droits humains. C'est à peu près la même position effectivement que l'Union européenne, qui ne souhaite pas se positionner compte tenu déjà de l'attentisme et de la prudence de Washington vis-à-vis de cette révolution. Il faut rappeler que le régime a quand même les moyens à la fois de cette répression, mais aussi à couper les réseaux de communication, notamment Internet. Et donc la situation est encore assez floue pour savoir l'ampleur de la révolte aujourd'hui sur le terrain. Et ce n'est pas la première révolte populaire qu'on voit en Iran ces dernières années. Merci beaucoup Alexis Poulain pour ce décryptage et pour votre analyse. Je rappelle Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne, en direct avec nous ce soir pour parler de la situation en Iran, comme tous les mardis sur RT en français. Merci beaucoup.